Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'arène, je reçois Loïc Pora, ancien combattant et aujourd'hui arbitre dans les octogones. À l'occasion de découvrir un métier très très passionnant et primordial mine de rien dans les sports de combat. Salut Loïc et bienvenue dans l'arène. Bonjour, merci de m'accueillir et j'espère pouvoir répondre à toutes tes sollicitations. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est je laisse toujours 30-40 secondes, bon ce que tu veux hein, même si tu veux plus, pour te présenter rapidement et globalement. Voilà, 30-40 secondes, non, il me faudrait une heure. Non, écoute, pour faire court, je suis un des pionniers, qu'on appelle les pionniers du MMA français. C'est-à-dire que j'ai pratiqué le MMA qui n'avait pas encore ce nom MMA il y a plus de 20 ans, dans les milieux des années 90, donc vraiment à l'époque de l'UFC 93, 94, 15. Et j'ai eu la chance de m'entraîner beaucoup en Hollande. On appelait ça du free fight, on appelait ça du NHB, c'est no holds barred, on appelait ça du vale-tudo, enfin plein de trucs. J'ai combattu un petit peu, j'ai pas eu une grande carrière de combattant parce que j'ai été souvent blessé. Mais j'ai entraîné toute la première génération de combattants, la deuxième génération, la troisième. Enfin voilà, depuis des années, j'ai entraîné beaucoup, 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 avec des beaux résultats, un peu à droite, à gauche. Et puis, il y a 10 ans de ça, en 2013, j'ai réussi à monter ma propre structure, ma propre salle qui s'appelait le Platinium. Je parle au passé parce que là, je l'ai fermé dû au Covid. Malheureusement, en décembre, les dettes étaient trop importantes pour que je puisse continuer. Et puis en 2020, lors de la légalisation du MMA, j'officiais déjà, avant l'épopée de ma salle en 2013, j'officiais déjà comme arbitre et juge. En France notamment, puis sur quelques compétitions internationales, parce que j'ai eu la chance d'arbitrer en Russie, en Angleterre, en Portugal, enfin différents pays et en MMA. Et j'officiais beaucoup en ce qu'on appelait en pancrace, c'était le light MMA français. Et avec ma salle, j'ai dû arrêter parce qu'il y avait trop de choses à faire. Et puis en 2020, un peu plus de temps pour moi et la légalisation du MMA. Et donc je suis revenu aux affaires et j'ai pu repartager un peu toute mon expérience. Par rapport à d'autres officiels qui étaient là, qui étaient plus novices, et d'autres qui étaient là déjà, qui avaient déjà fait une dizaine d'années, mais il y avait très peu d'expérience dans le MMA, plutôt une expérience d'arbitrage au niveau du pancrace. Et moi, comme j'étais toujours d'actualité sur des compétitions, des machins, donc je voyais un peu tout ce qui se faisait, comment ça travaillait, quoi. Voilà. Et puis depuis 2020, je suis aussi membre du bureau technique des officiels au sein de la Fédération française de MMA, la FMMAF. On est 8 personnes et on est tous bénévoles et on met en place aussi la réglementation, le code sportif amateur, professionnel. On travaille sur tous les axes qui sont importants pour l'élaboration de la fédération de MMA, que ce soit sur de la réglementation, que ce soit sur des objectifs, sur le travail, l'insertion du sport avec les femmes, les handicapés, enfin voilà, plein de trucs. C'est très, 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 très vaste. Ouais. Et je suis aussi au comité directeur. Il y a eu un tout nouveau comité directeur au sein de la FMMAF où c'est des entités qui représentent l'arbitrage, des responsables de clubs, des promoteurs, des athlètes, voilà, et le côté médical aussi. Et donc, du coup, sur ce comité directeur, je suis avec Adrien Caillol, qui est de Marseille, qui est aussi officiel de MMA. On est tous les deux sur la partie représentative de l'arbitrage. Voilà. Une- Plusieurs casquettes et en même temps qui sont agréables et qui doivent te faire énormément plaisir vu que toi tu fais partie de ce monde depuis très 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 longtemps. Donc Ouais, c'est parce que c'est un honneur de participer à tout ça, parce que
je suis vraiment parmi les anciens comme Cyril Diabaté, les frères Schiavo, les frères Fernandez, enfin, j'en oublie plein, hein, plein, 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 plein. On fait partie de la première heure, Ouais. donc on a vu toute l'évolution et donc quelque part, on a une richesse d'expérience qui est intéressante à partager, quoi. Justement, ce qui est bien, c'est que toi, tu as vu toute l'évolution, clairement, depuis les années 90. Alors, c'est une évolution assez rapide, j'imagine, parce que oui, les années 90, c'était hier, quand même, mine de rien. Comment tu as perçu, comment tu as vu justement cette évolution du MMA, enfin, ce qu'on n'appelait pas avant le MMA, comme tu l'as très bien dit, mais comment tu l'as vu évoluer, ouais. Alors, bah, différentes étapes, hein. Première étape, c'était du brut. Il Mhm. n'y avait pas grand-chose. On trouve un nouveau lieu qui s'appelle une cage, déjà extraordinaire, incroyable, stressant, flippant, incroyable, enfin voilà, époustouflant. Pas de catégorie de poids. Ensuite, une évolution sur des durées qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de durée de round. C'était un round de 30 minutes. Et puis, on a commencé à mettre des durées, on a commencé à mettre des nombres de rounds, des catégories de poids, on a mis des interdictions, etc. Donc, du coup, ça c'est aussi, euh, ça a œuvré dans le bon sens d'un sport avec des règles, parce que Ouais. lorsqu'un sport n'a pas de règles, ben, c'est pas, est-ce qu'on peut considérer que c'est un sport ou pas? Non, Mhm. je ne pense pas, mais dès que c'est codifié, ben, on commence à rentrer sur quelque chose de plus intéressant. Et puis, ce qui était assez paradoxal, c'est que le MMA, c'est une pyramide qui s'est créée à l'envers. C'est-à-dire qu'on a vu tout de suite du professionnalisme, Mhm. des combattants professionnels, c'est-à-dire qui gagnaient de l'argent sur des combats. Et il n'y avait rien ce qui se faisait en niveau amateur. Alors que dans la plupart de tous les sports, que ce soit sport de combat ou sport collectif, c'est d'abord le mouvement amateur Mhm. qui a émergé et fait croître le mouvement professionnel. Et là, c'était l'inverse. Donc, des belles évolutions dans le bon sens. Et puis, quelques bastions un peu réfractaires, hein, comme nous, les Gaulois, qui étions un peu l'une des seules nations à ne pas faire du MMA en compétition. On ne nous empêchait pas de pratiquer, mais on nous empêchait de compétitionner, on va dire. Allez, je vais inventer ce mot-là. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, grâce à un gros travail de l'ombre de plein d'acteurs hein, de MMA, et puis grâce à Roxana Maracineanu, qui était Mhm. l'ancienne ministre, c'est elle qui a vraiment dit, bon écoutez, vas-y, on va lancer le projet, et puis jusqu'à présent, tout se passe bien, hein. Je touche du bois, mais écoute, on n'a pas de Est-ce que, problème. est-ce que justement, alors là, c'est vraiment une petite question fun, mais est-ce que justement, toi, ça t'aurait plu de combattre aujourd'hui? Non, Avec ses bah, règles plus structurées, etc. c'était un, bah déjà, oui, moi je voulais combattre, comme tout, je voulais combattre à l'UFC ou au Pride, un truc comme ça. Donc déjà, mais là, la force actuelle que nous, on peut avoir, surtout au niveau français, c'est la participation amateur. Euh, on a maintenant plein de compétitions amateurs. La Fédération française de MMA a mis au point ce qu'on appelle la MMA League. C'est une à deux compétitions amateurs par mois. On prévoit 15 compétitions la saison prochaine sur 10 mois, septembre à juin, donc 10 mois. On prévoit 15 compétitions. C'est des compétitions qui drainent entre 150 à peut-être 300 compétiteurs dans le week-end. Donc c'est énorme. Et ça va monter en puissance puisqu'on va, dès l'année prochaine, on va aussi mettre en place les enfants, les ados, les choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si on avait pu, même moi à mon époque, commencer à faire des combats amateurs et prendre toute l'expérience dont on a besoin avant de passer Clairement. professionnel, c'est génial. Et là, les gamins, enfin, je dis les gamins, les jeunes, hein, c'est ce qui leur arrive. Là, ils peuvent faire des choses hyper intéressantes. Ils peuvent intégrer une équipe de France, aller combattre à l'étranger, sur des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et puis, c'est des vraies compétitions. C'est pas des compétitions un petit peu faites avec deux, trois bouts de ficelle et trois bouts de chiffon, quoi. Toi, justement, d'où est-ce que ça t'est venu la passion pour les combats à l'époque? Est-ce que tu étais bagarreur? Est-ce que tu as découvert ça comme ça? Enfin, comment ça t'est venu? Alors moi, j'ai toujours aimé la bagarre. Je suis un bagarreur. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime la bagarre. J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans Mhm. par du karaté. Je voulais commencer avant, mais mes parents me disant, mais tu sais, karaté, c'est pas ce que tu vois avec les films de Bruce Lee, les machins, etc. Donc, est-ce que le tennis, ça te dit? Puis j'ai toujours aimé la compétition. Donc, je dis, bah oui, je vais faire du tennis. Donc,
J'ai fait du tennis à l'âge de 8-9 ans. Et puis j'étais vite sur de la compétition, tout ça. Et puis bref, et j'ai réussi à prendre la tête à mes parents pour aller voir un film qui a été déclencheur. C'était Karate Kid. Donc ça devait être en 84, 3-4. C'est ça. Et, ma mère, à la sortie du film, elle a adoré le film. Elle m'a dit, bon, bah d'accord, je vais t'inscrire à un club de karaté. Et j'avais m'étais renseigné à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Et je savais que là où j'habitais, juste à une rue en face de chez moi, il y avait un petit club de karaté. Et, euh, et mon père avait fait un peu de karaté quand il était jeune, mais genre même pas une année, pas de quoi s'en relever. Mais il avait gardé son kimono. Et du coup, bah, j'étais content, j'avais un kimono, il était trop petit enfin, par rapport à moi, j'étais déjà grand. Et j'avais déjà un kimono, et des fois je le mettais, je faisais. Et quand je suis arrêté dans mon club de karaté, j'avais déjà un kimono de karaté, j'étais trop fier. Et j'ai commencé comme ça, après j'ai fait longtemps du taekwondo, parce que ça me manquait de contact. Et puis on était une génération, fin des années 80, on était la génération de gangs. Voilà, il y avait des noms de gangs, bah, les Black Dragons, il y Ouais. avait les Requins Juniors, il y avait voilà, les Redskins, les Skins, Mm. enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et donc là où on était, nous, dans le quartier où on était de Full Force, après on était transformé en Asney Junior, en Requin Junior, enfin voilà, c'était assez rigolo. Et donc du coup, bah, c'était toute une jeunesse de bagarre, quoi. Ouais. Voilà, des grosses bagarres, donc voilà, les sports de combat, tout ça, c'était un peu lié, quoi. C'était bien. Alors, la question que j'avais surtout, c'était ensuite, comment est-ce qu'on devient un arbitre de MMA comme tu l'es aujourd'hui? Bien, alors vraiment la première des choses qui est pour moi la plus importante, c'est de vraiment être passionné Mhm. sur le fait d'arbitrer un combat quel qu'il soit. Souvent on me pose la question, ouais machin, alors bah, celle que tu me poses et tout, et je réponds à un truc qui est hyper important. Je dis, si tu veux être arbitre juste pour briller, c'est que t'es pas à la bonne place. Un arbitre moi, en l'occurrence, tu dois prendre la même considération un combat pour une ceinture mondiale, que ça soit, imagine, Khabib face à Conor McGregor. Tu dois arbitrer ce combat-là au même titre que si tu arbitres un combat amateur avec deux jeunes dont ça va être leurs premiers échanges, leur première compétition, leur premier combat. Si, à partir de ce moment-là, tu ne fais pas de différence, alors ça veut dire que tu es passionné et ça veut dire que tu seras un bon arbitre. Si tu fais une différence parce que c'est l'un combat et l'autre, parce que le combat main event ceinture, tu te dis ah, il faut que je sois meilleur, etc. Ben, pourquoi tu dois être meilleur sur ce combat-là et moins bon sur un autre combat? Non, tu dois être meilleur tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment la passion qui va te faire ça. Donc dans un premier temps, pour répondre à ta question, euh, pour être un bon arbitre, il faut être déjà passionné par Ouais. cette profession, on va dire. Hmm. Quand tu étais combattant, est-ce que tu t'étais dit, voilà, un jour, je deviendrai arbitre? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais en fin de compte, c'est tombé par hasard. Je vais t'expliquer comment je suis devenu arbitre. Bah, Mhm. alors, j'arbitrais des fois, à l'époque, je faisais des petits interclubs, etc. Comme j'étais l'un des profs qui organisait, bah, du coup, bah, c'est le prof qui organise, bah, du coup, c'est le prof qui va arbitrer les combats, Ouais. tu vois. Mais c'était des petits interclubs vraiment très, très, très simples, hein. Et donc, voilà, il n'y avait pas vraiment de notion de professionnalisme dans le futur. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une fois au Catch Warriors en 2001, 2 ou 3, Mhm. 2 ou 3, je sais plus, où il y avait un France-Angleterre, un Angleterre-France là-bas en Angleterre. Et il y avait Cyril Diabaté qui combattait, il y avait Damien Riccio, Manu Fernandez, David Baron, Bendy Casimir, Ah oui, que... que du gros nom, quoi. Que du Ouais. gros, vraiment, on avait une belle équipe. Et c'était Grégory Hugo qui avait organisé ça. Mhm. Et je devais y combattre aussi. Et quelques semaines à la préparation, je m'entraîne avec un super coach qui est un super pote et tout, Boris John Stomp, Mhm. qui travaille à la Hatch Academy. Et ben, sur un mouvement, je me pète le genou, quoi. Voilà. Donc, je ne pouvais plus combattre. Et du coup, l'organisateur français me dit, mais écoute, à ce moment-là,
pour faire une parité, est-ce que ça te dit d'arbitrer? Ben, je dis, bah oui, moi je l'avais déjà fait un peu comme ça. Je dis, bah oui, Banco, vas-y, je vais arbitrer. Et c'est là que j'ai arbitré pour la première fois un combat de MMA en cage en Angleterre. Voilà. Donc il y avait un arbitre anglais et puis un arbitre Ouais. français, comme il y avait une équipe française, une Ah, bah équipe oui. anglaise. Donc, du coup, ça faisait un mix, etc. Et pour l'anecdote, on avait gagné face à l'Angleterre et on avait créé pratiquement une émeute, le fait d'avoir gagné chez eux. C'était Tu génial. m'étonnes. Justement, tiens, qu'est-ce qui est compliqué quand on est arbitre pendant un combat? Est-ce qu'il y a des moments où voilà, tu te dis, ah mince, ça c'est plus dur qu'autre chose, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des moments Hum, compliqués? Non, il n'y a rien de. Non, non, en fait, non. Si c'est compliqué, ça veut dire que tu ne domines pas quelque chose. Donc pour moi, je te dirais, non, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste beaucoup d'anticipation. Donc c'est là que ma richesse de professeur et d'ancien combattant à petit niveau me permet d'anticiper beaucoup plus que quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément fait de compétition ou que peut-être que quelqu'un qui n'a pas été professeur ou qui n'a pas été encadrant dans le MMA parce que j'ai des schémas tactiques et des schémas techniques qui sont beaucoup plus importants dans ma tête qu'une personne Mhm. qui n'aurait pas fait tout ce que j'ai fait. Et lors d'un combat, ben, j'arrive à anticiper une action, j'arrive à me dire, tiens, là, il va y avoir un gros danger parce que je m'aperçois de ça, 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 ça. Et donc, c'est vraiment mon expérience de pratiquant et d'enseignant qui me permet de pouvoir bien anticiper. Donc, dans un premier temps, l'anticipation. Donc, si tu anticipes, tu désamorces des choses qui peuvent être éventuellement compliquées. Donc, après, c'est faire preuve d'autorité sans être trop non plus dans l'exagération. Mhm. Faut montrer un peu que tu les respectes, qu'ils doivent te respecter. Et voilà, après, c'est une question aussi de charisme. Voilà, c'est sûr qu'un arbitre, on doit le voir, mais pas le voir en même temps, Mhm. tu vois. Alors qu'on doit le voir quand il y a des actions importantes à le faire, mais on ne doit pas le voir pour pas gêner le combat. Euh, Si tu manques un petit peu de charisme, bah, est-ce que tu vas savoir t'imposer face à des athlètes qui sont plein d'hormones et qui veulent en découdre? Donc, tu vois, des fois, au niveau du caractère des gens, c'est pas évident. Tu as des gens qui vont Ah oui. pouvoir s'exprimer en public et des gens qui ne pourront pas parce que ça va les paralyser. Bah, c'est un petit peu le même effet pour un arbitre. Est-ce que le fait d'avoir de gérer deux combattants, le public, les coachs, les machins, il faut tenir toute cette pression, quoi. Ah Et oui, c'est c'est pas. ça. C'est exactement ça. Et puis, mais j'ai l'impression aussi que, enfin, est-ce que c'est important peut-être d'avoir un nom entre guillemets quand on est arbitre, voilà, d'arriver dans la cage et t'as les deux combattants qui disent, ah, là c'est Loïc Pora qui nous arbitre, ou par exemple quand ils sont à l'UFC, c'est Marc Goddard parce Ouais. que il y a Marc Goddard ou Herb Dean. Voilà, on se dit, ok, là on va se faire respecter. Alors c'est un respect mutuel, je Ouais. pense pas qu'il y a de ça. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que lorsque je viens faire un briefing avant les combats, parce que l'arbitre, si tu veux, avant les combats, on va réexpliquer ah, excuse-moi. On va expliquer des règles bien précises. Et puis en même temps, ça nous permet d'avoir de dialoguer avec un athlète Mhm. et leur dire, bah voilà. Et rien que l'athlète, quand il voit la façon que tu lui expliques les choses, que t'es carré, c'est clair, et en même temps, tu es avenant, tu es souriant, tu vois, tu Ouais. arrives à faire quelque chose, à passer un message, bah déjà, tu lui enlèves une inconnue, c'est d'arriver dans la cage et de ne pas savoir qui est l'arbitre. Mhm. Bon, tu lui enlèves ces inconnus-là, et en plus, tu vas le rassurer dans la façon de t'exprimer, de te déplacer et de lui expliquer ce que tu attends du combat quelque part. Et donc, du coup, bah, voilà, tu vas montrer par rapport à ces explications-là cette forme de respect que tu attends et que eux attendent aussi en retour. Donc, ce qui fait plaisir, c'est que lorsque tu arrives et puis que tu as un coach qui dit ah, c'est toi qui arbitre, pas le combattant. Hein. Parce que des fois, tu as des combattants étrangers, ils ne connaissent pas forcément, mais tu as un coach qui va me connaître. Il me dit ah, c'est toi qui arbitre le combat, ah, c'est cool. Et puis il lui dit à son gars, il lui dit ah, lui, c'est un bon arbitre, tu verras, c'est bien et tout. Bah, tu vois, déjà, ça fait plaisir. Et puis, généralement, c'est ce qui se passe et ça se passe bien derrière tout ça. Après, euh, il y a que le travail qui fait que, et si tu travailles bien, qui fait ta notoriété. Mhm.
Tu Ouais, vois, donc c'est le travail qui est récompensé. Donc si je travaille bien, bah, je suis récompensé. Si je travaille mal, je ne serai pas récompensé. Donc à moi de bien travailler et d'être sérieux, quoi. Est-ce que tu as déjà été confronté à des combattants irrespectueux dans la cage? Non, Non? non, pour l'instant, non, j'ai jamais eu ça. Après, il y a des gars, bah, c'est normal. Tu arrêtes un combat, ils sont pas d'accord avec Oui. l'arrêt du combat, etc. On évite de donner trop d'explications parce que à chaud, c'est jamais bon de donner des explications parce que les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils sont toujours aussi restés focus sur quelque chose. Donc, Mhm. voilà. Mais non, non, pas de. C'est assez rare quand même. C'est Ouais. assez rare. Je veux dire que, tu vois, dans le MMA, je pourrais comparer le MMA avec le rugby et le football avec peut-être d'autres formes de boxe, Mhm. peut-être, tu vois. Mais c'est vrai que dans le MMA, on a eu très, très, très peu. Euh, de cas où il y a eu une invective avec d'un combattant sur un arbitre. Tu vois, il y a vraiment un respect qui se crée avec l'arbitre parce qu'il est là aussi pour protéger. Ils savent qu'on est là aussi pour les protéger un maximum. Donc ça les rassure aussi. Mm. Alors, l'autre question, c'est un peu plus technique, on va dire. Euh, c'est un sport nouveau, entre guillemets, le MMA. Donc, il y a souvent des nouvelles règles, des changements, des évolutions, on va dire, dans une règle. Comment on gère ça quand on est arbitre, le petit changement, la petite évolution d'une règle, d'une saison à l'autre, ou est-ce que c'est Alors, compliqué? il y a pas autant d'évolution que Ouais. ça. Hein. Il n'y a pas autant d'évolution que ça. Il n'y a pas d'évolution sur le poids. Il n'y a pas d'évolution vraiment sur des règles vraiment qui sont, on va dire, inscrites dans le marbre. Voilà. Il y a des petites nuances d'interprétation. Et c'est assez simple. Et souvent, ces nuances d'interprétation sont assez logiques. Mhm. Donc, comme ça rentre dans une logique pour le combattant, ça l'est aussi pour l'arbitre. Donc, tout se manie correctement. Donc, il n'y a pas de choses vraiment très compliquées. Tu arbitres également, enfin, tu officies également à l'étranger? Oui. Alors du coup, la question aussi, c'est est-ce qu'il y a des petites nuances entre le monde amateur et le monde pro en France, et également entre les combats internationaux, enfin à l'étranger, et les combats en France? Alors, les règles sont unifiées par ce qu'on appelle la Fédération internationale, qui Ok. s'appelle l'IMAF. Donc, c'est la même règle que, on va dire, la FIFA. La FIFA, le hors-jeu, c'est que c'est un hors-jeu en Italie, un hors-jeu au Brésil, c'est la même règle. Et donc, nous, les règles, qu'elles soient au KSW, qu'elles soient en Angleterre, sur le Catch Warriors, qu'elles soient à l'UFC, qu'elles soient à l'ARES, ce sont exactement les mêmes règles. Donc, il n'y a aucune différence. Donc, il n'y a pas de nuance. Après, quand tu me parles du monde amateur et du monde professionnel, évidemment qu'il y a des nuances parce qu'il y a des règles supplémentaires et des durées de combat et des durées de round différentes chez les amateurs, ainsi que des protections. Et donc, ça change obligatoirement l'attention que tu vas avoir, surtout sur l'arrêt du combat. Mhm. L'amateur, c'est vraiment l'idée de dire, bah, on est là pour une progression sportive, etc., dans le but éventuellement de passer professionnel. Mhm. D'accord. Donc, du coup, tu vas être plus vigilant sur la notion de frappe au sol, à savoir est-ce que la personne se défend, si elle ne se défend pas, on va lui dire une fois, deux fois, mais on va être plus proche de la sécurité dans le sens où on va stopper plus vite un combat Mhm. amateur, où on pourrait avoir une tendance à stopper de manière un peu plus tardive un combat professionnel parce qu'on est sur un autre niveau avec des enjeux qui sont aussi différents et importants. Faut savoir se mettre dans le mood au moment du combat en se disant, ah là, c'est un peu moins, un peu plus. Oui, c'est surtout c'est la sécurité. Ouais, Voilà, c'est forcément. surtout sur la Mhm. sécurité. Le monde amateur, voilà, l'idée c'est de pouvoir progresser, etc. Le monde professionnel, c'est un monde qui est déjà abouti, on va Ouais. dire, techniquement, physiquement, mentalement, et donc qui sont plus endurcis sur des situations qui paraissent dangereuses. Et là, d'où l'expérience de l'arbitre qui va être capable d'analyser, à savoir est-ce que là c'est dangereux, mais il y a une sortie possible, ou est-ce que là c'est dangereux, mais je vois pas la sortie possible. Et là, pour le coup, c'est pareil. Une fois, tu le dis, coin bleu, défends-toi. Une fois, deux fois, trois fois, il se défend pas. On arrête le combat avant d'avoir vraiment le coup, on va dire, un peu fatal, quoi. Super intéressant ce que tu dis parce que moi je sais que c'est les questions qu'on me pose de temps en temps quand on connaît pas bien le MMA. C'est voilà à quel moment, bah tiens par exemple, à quel moment l'arbitre se dit tiens là lui
stop, il est KO, tu viens plus, c'est bon. Tu viens de le dire juste avant, certes, mais voilà. Il arrête de combattre. Je veux plus qu'il combatte. À quel moment tu te Alors, dis ça? il y a différents cas. Le cas simple, bon, le gars, il est vraiment un peu sonné. Bon, bah là, tu interviens tout de suite, tu n'as pas de discussion, etc. Après, là où ça va se jouer, c'est lorsque un combattant subit une salve de coups qui sont plus ou moins dangereuses, mais que le combattant qui subit ces coups-là n'est pas en mesure de proposer une défense efficiente. Mhm. Et donc, du coup, il est là, il attend les coups, il attend les coups arrivent et il attend, il bouge pas, il n'y a pas de défense. Et donc, c'est là que, ce qui est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je disais que le MMA, on s'apparente parfois au rugby, c'est qu'on est là, on dialogue, on discute, on parle. Et donc, on dit, à un moment donné, on va dire, le coin bleu qui subit des coups, on va dire coin bleu, ou si c'est un prénom que je connais, ou si c'est quelqu'un, je vais dire, défends-toi, défends-toi, je veux voir une défense, défends-toi, sinon je vais arrêter le combat, défends-toi. Et si on voit que le gars, il t'entend, hein, il peut que Mhm. t'entendre parce que tu es à 30 centimètres de lui, et qu'il ne réagit pas, bah, tu stoppes le combat. Et souvent, très, 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 très souvent, à la majorité des cas, le gars ne revient pas sur ta décision puisque tu l'as prévenu. En même temps, quand tu parles, tu préviens aussi les coachs de ton action. Tu es en train de leur lui dire. Donc, ils ne peuvent pas dire, ouais, vous avez arrêté trop tôt, quoi que ce soit. Ben non, je t'ai prévenu. Une fois, deux fois, trois fois, je t'ai prévenu. Donc, du coup, on est encore aussi, même si c'est des professionnels, on est sur de la pédagogie, on Oui, explique encore nos actions, etc. C'est ça qui est intéressant. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire ce qui est vachement intéressant. Merci beaucoup de le souligner. C'est il y a de la pédagogie et de la communication. Et c'est ce qui contredit les mauvaises langues qui ne connaissent rien, même si ça évolue évidemment, qui Mmh. connaissent rien au MMA, qui c'est un sport brutal, etc. Alors oui, ça reste un sport de combat, on le sait évidemment. Il y a des coups, c'est pas non plus, voilà. Mais il y a ce côté très pédagogique et cette communication importante que tu montres, que l'arbitre est là pour vraiment protéger le physique des combattants. Exactement. Exactement. Ça, c'est primordial. C'est vraiment le maître mot de l'arbitre, c'est il est là pour veiller à la sécurité des combattants. Petite question, est-ce que tu continues de t'entraîner, toi, justement? Alors là, non, depuis j'ai fermé ma salle, et que je suis en attente d'ouvrir un autre projet. Je m'entraîne pas trop. Mhm. J'ai été courir il y a 15 jours, c'était très compliqué. Je déteste ça. Mais sinon, oui, je m'entraîne habituellement. Je m'entraîne aller une à trois fois par semaine. Ça dépend des moments, du temps et tout ça, du temps que j'ai pour me consacrer à des entraînements. Mais voilà, je m'entraîne plus. Euh, je fais plus maintenant le MMA dans sa globalité parce Ouais, que c'est dur. C'est dur physiquement. tu Je m'étonnes. suis plus tout jeune et j'ai des douleurs de partout, etc. Mais je saccade, c'est-à-dire que je vais faire un peu de boxe anglaise, je vais faire un peu de boxe Mhm. thaï, je vais faire un peu de grappling. Donc je me mélange mon MMA, on va dire, dans ma tête pour mon kit perso. Mais ou des fois, je vais me faire un petit round ou des trucs comme ça de MMA. Mais j'ai pu comment l'armure musculaire Ouais. pour subir les intensités différentes du MMA. Donc, j'ai pas envie de me blesser. Surtout que les jeunes, ben, il y en a enfin, qui sont jeunes, oui, bien, ils sont plus jeunes que moi. Ils m'ont connu quand moi, je leur mettais un peu des fessées. Donc, du coup, ils veulent se venger. Donc, du coup, je fais non, non, je peux pas faire. Tu m'étonnes. Il y avait une autre question que je voulais te poser parce qu'on me l'a Hmm. également posée et que je trouve ça assez sympa à te répondre. Tu sais, quand tu mets KO un adversaire, euh, l'adversaire a forcément l'envie de continuer à le mettre KO. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, lorsque l'adversaire est tombé KO, l'autre continue à lui mettre un coup avant que l'arbitre intervienne? Ah, souvent, alors, c'est dans l'action. Très souvent, c'est dans l'action. Et je vais dire, on va dire que tant que l'arbitre n'intervient pas, il ne laisse pas une chance à l'autre de se relever, si tu veux. Donc ça fait partie un peu des sports de combat, tu vois. C'est comme on dit des fois, comme dans les films Rocky, tant que la cloche elle a pas sonné, le combat il est toujours là. Bah, c'est un peu la même chose. Tant que l'arbitre n'est pas intervenu, vas-y. Mais très souvent, c'est que c'est dans l'action. Très souvent, c'est dans l'action. Parce que tu as une expression qui dit aussi, et des fois, tu peux prendre un coup qui te fait faire l'ascenseur. C'est-à-dire que tu as été déconnecté, mais tu te relèves tout de suite et tu repars. D'accord? Tu as eu une fraction de seconde où tu as été absent.
Et donc, du coup, si tu mets un coup, le gars il tombe, bah, tu te dis peut-être qu'il peut faire l'ascenseur et se relever et machin. Donc, il faut vite que j'intervienne. Comme ça, si j'interviens vite, je le tape vite, bah, l'arbitre il va vite venir arrêter le combat. Donc, j'arrête le combat, j'ai gagné. Voilà. Donc, c'est aussi cet effet-là. Ok. J'avais une autre question, une dernière question, c'était un peu plus, on va dire, personnel, mais est-ce que tu as un rêve ou un objectif, c'est pas un rêve, parce que voilà, mais un objectif en tant qu'arbitre? Est-ce qu'il y a, voilà, tu te dis, je veux arbitrer tel combat ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça quand on est arbitre? Ah ouais, non, mais clairement, mon objectif, c'est de pouvoir arbitrer plus régulièrement et, enfin, déjà de pouvoir arbitrer de nouveau à l'UFC. Donc, Mhm. j'espère faire partie de l'équipe en septembre Mhm. à Paris, parce que l'UFC devrait revenir en Ouais, septembre à Paris. exactement. Et après, ouais, mon objectif, c'est de pouvoir aller à l'UFC, mais autre chose, autre que la France, quoi. Mhm. Donc, je sais pas, UFC en Angleterre, à Abu Dhabi, et puis après, pour moi, le Saint Graal, putain, ça serait d'être à Las Vegas, quoi. L'UFC, même l'UFC Apex ou un UFC Ouais. à Las Vegas. Je veux dire, un Frenchie arbitre à l'UFC, voilà. Déjà, j'ai eu l'honneur d'être le premier Français arbitre à l'UFC, au premier UFC de France. Donc ça sera écrit, ça, je suis content. Putain, c'est une fierté de ouf. Hein. Faut remettre dans le contexte. Mhm. Et surtout, c'était un moment vraiment formidable, quoi, avec des belles victoires, Ah ouais. un Et une public. ambiance Ouais, énormissime. Ah. je n'ai de ma vie, pourtant j'ai fait j'ai été j'ai bossé dans des concerts, j'ai fait des trucs, machin, etc., même sur des combats, hein, Mhm. mais je n'ai jamais connu une ambiance comme ça Mhm. de ma vie. J'ai jamais eu ça. Je veux dire, on se regardait avec mes potes, il y avait Bisping qui regardait, Mais oui. voilà, et même le numéro. Je me rappelle quand le show s'est terminé, je marchais avec le numéro 3 de l'UFC, Mhm. donc Dana White, à Epstein, et puis un autre, je ne me rappelle plus son nom. On marchait ensemble et tout, et puis il me dit ouais, félicitations Loïc et tout, parce que ça se tutoie assez rapidement là-bas. Et puis je dis ouais, et puis vous avez vu l'ambiance et tout. Il me dit ah ouais, franchement, il me dit les Anglais ils sont très très forts, mais là vous avez dépassé les Anglais haut la main, on va revenir. C'était extraordinaire, ils avaient tous le sourire comme ça et Mhm. tout. Ah ouais, j'invite vraiment les gens à pouvoir y aller parce que c'est extraordinaire. Mhm. Cette Complètement. pression, cette bonne ambiance, enfin c'était un truc de ouf. Donc oui, Complètement. sinon voilà, mon rêve, ouais, j'avoue, mon rêve c'est de pouvoir arbitrer à l'UFC Las Vegas, c'est sûr. Eh ben, C'est on te le souhaite en tout cas, on te le souhaite troisième. et on va suivre ça. Exactement. Merci beaucoup Loïc d'avoir bah, accepté cette invitation. C'était Bah, hyper merci. intéressant. J'espère que ça t'a plu ce petit moment. Ah ouais, super. Je suis vraiment toujours partant pour expliquer un peu le rôle de l'arbitre et tout ça, avec grand plaisir. C'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Eh ben, merci infiniment. Et puis on va suivre tes aventures donc à Rest prochainement. Et puis on espère Voilà, mois de surtout. juin, ouais, Ouais, mois de juin, gros, mois de juin, il y a 4 week-ends au mois de juin, mais il y a 6 ou 7 événements en France. ouais, donc ça, pas Donc c'est mal, hein. beaucoup. Pas mal Ouais, du tout. Et on peut pas espère être ensuite non plus. l'UFC direct. Ça marche. Merci Loïc, à très bientôt. Merci Saïd. Et ben au plaisir. C'est Merci. gentil. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.